Rebonjour, bien bonjour pour tout le monde, pour mes chères dames, demoiselles et messieurs, pour mes chers futurs jeunes collègues. Nous vous invitons aujourd'hui à participer ou bien à assister à un cours online, bien sûr, comme on l'a fait depuis déjà une semaine, et ça va continuer jusqu'au mois de juillet. C'est l'initiative de notre cher FIBA Afrique que nous ne devons jamais arrêter de remercier pour cette initiative-là, qui met en contact tous les entraîneurs du continent et qui tend la main aux nouveaux pour qu'ils se préparent au prochain stage de niveau 1 qui auront lieu, disons, si Dieu le veut, le plus tôt possible après cette épidémie-là. Aujourd'hui, je dois remercier encore et une fois, et sans m'arrêter, le président de FIBA Afrique, Monsieur Manav, notre cher secrétaire général, bien sûr, de FIBA Afrique, nos collaborateurs qui participent et qui animent et qui nous facilitent la tâche, dont Monsieur Benga et Monsieur le président du Conseil du développement, Jean-Michel, quelques membres qui me sont très très proches dans mon travail, qui m'aident énormément dans la réalisation du travail. Il s'agit de Monsieur Nour Amri et Monsieur Cheikh Sar aussi. Donc, pour présenter et aider, comme j'ai dit, et tendre la main aux nouveaux entraîneurs qui ont des problèmes de suivre les cours théoriques à distance. Ici, nous sommes à FIBA Afrique, mais on est en liaison étroite avec ce qui se passe à FIBA, puisque nous sommes moins de FIBA, à WABC, pour que vous soyez un peu, pour qu'on vous oriente, pour que vous sauriez où aller chercher l'information. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous continuons avec les thèmes appartenant bien sûr au sujet du manuel de FIBA Afrique et de WABC. C'est l'enseignement et méthodologie de l'entraînement que notre cher ami, et je suis fier de dire que c'est mon cher ami parce qu'il a été formé aussi par moi-même, donc c'est un honneur pour moi, le Mauritanien Mostafa Keita, qui est l'entraîneur national, le DTN de la fédération mauritanienne, qui est enseignant spécialiste à l'Institut de sport de la Mauritanie. Et bien sûr, il était joueur de basket international, certainement. Les voisins le connaissent très bien. Et il est instructeur FIBA Afrique et FIBA WABC. Donc, sur cela, je cède la parole à mon ami Monsieur Mostafa Keita pour nous éclaircir l'enseignement, la méthodologie de l'entraînement que nous avons déjà vu, mais nous allons voir une autre partie de ce chapitre-là. À vous la parole, cher ami. Bonne chance, bon travail. Merci beaucoup pour votre travail d'avance. À vous la parole. Merci beaucoup, docteur, pour la présentation. Merci à FIBA, merci à tout le monde. Je m'en vais directement dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, je vais parler un peu de l'enseignement et de la méthodologie de l'entraînement. Je m'en vais vous présenter d'abord le plan de mon travail. Je vais premièrement introduire l'enseignement et la méthodologie. Je vais parler un peu de pédagogie, le processus de l'enseignement moteur et la méthodologie, que je vais prendre un exemple par rapport à la méthodologie. Après, il y aura les questions-réponses. Donc, je vais faire des introductions en faisant des définitions qui me sont propres. L'enseignement. C'est quoi l'enseignement? L'enseignement, c'est une transmission de savoir. Transmission de savoir par rapport à une transmission de savoir, une nouvelle transmission de savoir. Donc, nous transmettons le savoir. Comment faire pour transmettre ce savoir? La méthodologie, c'est l'ensemble des méthodes
que nous avons pour transférer ces techniques-là. Donc, c'est très important de comprendre ces deux définitions avant de commencer le travail. Donc, moi, je vais essayer d'abord de faire une situation, de dire que l'entraîneur est d'abord un pédagogue. L'entraîneur est d'abord un pédagogue. L'entraîneur, il doit comprendre d'abord l'enfant. Il doit comprendre l'enfant, c'est quoi? Il doit avoir de la pédagogie. C'est quoi de la pédagogie? La pédagogie, c'est quoi? C'est avoir d'abord de l'empathie pour l'enfant. C'est d'abord d'avoir l'empathie de l'enfant, c'est d'abord de connaître l'enfant. L'enfant, il vient pourquoi? Pourquoi l'enfant est là? Sans pour autant même penser au basket. Donc, connaître l'enfant, le faire aimer, le pousser à aimer le basket, l'encourager. Ça, c'est très important d'abord dans la pédagogie en tant qu'entraîneur. Deuxièmement, l'entraîneur est pédagogue. Pédagogue, c'est-à-dire un pédagogue, c'est avoir un discours positif. Il doit tout le temps avoir un discours positif, bien parler devant les enfants, avoir un bon comportement, ne pas insulter, ne pas avoir des comportements décevants. Donc, il faut tout le temps avoir un bon comportement. Vous encadrez des enfants, ayez un bon comportement. C'est très, très important, un comportement très positif, surtout devant les enfants. Ça, c'est important. L'entraîneur pédagogue. C'est quoi l'entraîneur pédagogue? C'est un entraîneur qui peut accompagner. Il peut accompagner un groupe. Par exemple, le groupe, il faut des règles, chacun doit respecter son prochain, chacun doit respecter les règles. Donc, l'entraîneur doit pouvoir les accompagner pour arriver à son objectif. Donc, le pédagogue doit tout faire pour accompagner un groupe. Comment accompagner un groupe? Il doit le comprendre, il doit être là à côté du groupe. Je dis que l'entraîneur doit être aussi un pédagogue. Un pédagogue, c'est quoi? C'est d'apprendre. C'est d'apprendre, de ne pas se dire qu'il est très fort, lui. Il doit s'estimer heureux, d'accord, il doit avoir confiance en soi, mais il doit s'ouvrir aux autres, il doit apprendre, il doit aller chercher l'information, il doit voir ce qu'il y a s'il y a des formations dans la zone, il doit essayer d'aller se former. Il ne peut pas essayer de dire que je suis entraîneur, je suis bon, je n'apprends pas. Il faut apprendre, il est obligé d'être dans un système. Vous, là, maintenant, vous êtes en train d'apprendre, c'est très important en tant qu'entraîneur. Vous devez tout le temps chercher à vous perfectionner. Il y a un proverbe qui dit que si vous voulez enseigner, il faut tout le temps continuer à apprendre. Vous voulez enseigner, il faut apprendre. Ça, c'est de la pédagogie. Donc, je vais essayer de... Le slide ne passe pas. Ça ne parle pas, le slide? Le slide ne parle pas. Voilà, merci. Donc, la pédagogie, c'est quoi en résumé? C'est quoi pour moi? C'est l'entraîneur doit s'intéresser à l'enfant. C'est important pour moi. Il doit s'intéresser, pousser à s'intéresser à ce sport-là. Sans pour autant même que l'enfant veut. L'enfant, il vient parce qu'il y a beaucoup de choses qui l'amènent. Donc, il doit pouvoir aussi encourager. Il doit pouvoir encourager. C'est important pour encourager l'enfant. Il doit l'encourager à rester dans le sport. C'est très important. Il doit aussi accompagner le groupe. Et il doit aussi s'ouvrir. Donc, il y a 4 facteurs qui sont très importants pour l'entraîneur. C'est d'intéresser l'enfant, c'est très important, de l'encourager à rester dans le sport, de le pousser à aller de l'avant, de le pousser à être responsable, de le pousser à aller dans ce qu'il veut. Il faut lui enseigner la responsabilité, c'est important chez l'enfant. Et l'accompagner le groupe, c'est quoi? Mettre des règles en place, les faire pour que les enfants comprennent. La dernière des choses, c'est quoi? C'est que l'entraîneur doit s'ouvrir. Il doit s'ouvrir aux autres entraîneurs. Il ne doit pas dire qu'il a confiance en soi. Il n'a besoin de personne. Non. Il doit continuer à apprendre. OK. Donc, je vais donner un exemple de situation pédagogique qui est très important. Il y a Jean Houssaï, qui est un très grand entraîneur, qui est un très grand chercheur. Il définit la situation pédagogique d'une manière très importante. Lui, il dit que la situation pédagogique peut être définie comme les composants de 3 éléments, à savoir le professeur, moi je le considère ici comme entraîneur, le professeur, l'élève, je le considère comme le joueur, dont 2 de ces constituants comme sujet, tandis que le 3e doit accepter la place du mort ou, à défaut, de faire le fou. Lui, il dit que c'est un triangle pédagogique pour lui. Qu'est-ce qu'il dit, ce triangle pédagogique? Il y a le savoir qui est là,
le savoir qui est là, il y a l'entraîneur qui est là, et il y a le joueur qui est là à côté. Donc, ce triangle pédagogique doit fonctionner. Il dit que la notion de sujet est celui qui je peux établir dans une première situation donnée, une relation privilégiée. Donc, dans ces trois éléments, il y a tout le temps encore une relation privilégiée, soit l'entraîneur et le savoir, soit le savoir et le joueur, soit le joueur et l'entraîneur. Donc, ça, c'est important. Le mort, c'est qui? C'est à l'inverse. Donc, s'il y a une relation privilégiée entre deux sujets, c'est devient le mort. Donc, lui, on le prend en considération, mais il crée un tout, la reconnaissance, la relation que je peux dire reconnaître comme on ne le reconnaît plus comme sujet. Donc, le sujet, ce sont les deux. Lui, il reste le mort. Donc, c'est important. Cette pédagogie articulée sur les relations privilégiées. Cette pédagogie est très, très importante. Quand deux sont dans une relation privilégiée, l'autre, il reste, il est le mort, il reste comme mort. Donc, c'est très important. J'ai les schématisés comme ceci. Donc, les relations sont là. La relation entre l'entraîneur qui est là et le savoir. Il y a une relation entre le savoir et le joueur. Et il y a une autre relation entre l'entraîneur et le joueur qui est là. Donc, qu'est-ce que Jean dit? Jean, il dit que enseigner, il dit que l'axe prioritaire pour enseigner, c'est l'axe entraîneur et le savoir, qui est véritablement le moteur de la situation pédagogique. Si l'enseignant veut être un bon entraîneur, il doit avoir le savoir. Donc, c'est relation. On ne dit pas que le joueur n'est pas autour, il est dedans, il est mis un pas à l'écart. Nous, on va développer uniquement l'enseignement ici comme le savoir et l'entraîneur. Il y a une deuxième situation qui est possible dans cette situation pédagogique, c'est quoi? C'est le fait, la situation de former. Là, il met en jeu l'axe entraîneur et les joueurs. Donc, entre l'entraîneur et les joueurs, il y a une relation privilégiée. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas utiliser le savoir. Mais le savoir va être le mort, comme on dit. Donc, il y a une relation privilégiée qui permet de former les joueurs. Donc, c'est très important pour les gens. Il dit que la dernière situation, c'est quoi? C'est apprendre. Il dit que le joueur peut apprendre, et peut-être la relation privilégiée dans cette situation, c'est entre le joueur et le savoir. Donc, l'entraîneur, il reste un peu le mort, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas pris en considération. C'est important la prise en considération. Et maintenant, cette nouvelle donne, elle est très, très importante. C'est quoi cette nouvelle donne? C'est le joueur qui va aller chercher le savoir. Moi, je pense que c'est une nouvelle donne qui est très, très intéressante. C'est pour cela que je me suis focalisé par rapport à la situation pédagogique, parce que le joueur ou l'entraîneur ou tout le monde doit aller chercher le savoir. Maintenant, si le joueur va chercher le savoir, le joueur va aller chercher le savoir. Bien sûr, après, il va avoir besoin de l'aide de l'entraîneur, mais au moins, il va apprendre tout seul sans avoir besoin de l'entraîneur pour un début. Donc, c'est important là. Le joueur, même l'individu, va aller apprendre maintenant dans la nouvelle temps. Il n'a pas besoin de professeurs sur le champ pour pouvoir travailler. Donc, Jean a fait une situation pédagogique qui est très, très importante dans l'apprentissage. Donc, je m'en vais continuer sur une autre facette. Je vais changer un peu de facette. Le slide ne passe pas. Voilà, merci. Donc, le slide est très long. Donc, je vais aller aborder un autre truc qui est important pour moi. D'abord, c'est l'entraîneur. Je vais attaquer maintenant le joueur. Parce que le joueur aussi, quand on est entraîneur de basket, quand on est entraîneur, on doit savoir les étapes de développement de l'enfant. Pour moi, c'est hyper important. Pas être entraîneur, on développe, on va aller enseigner des enfants. On ne sait pas comment l'enfant se développe. Donc, ça, c'est important pour moi. On dit qu'il y a l'adolescence, on dit qu'il y a d'abord le stade de l'enfance, il y a l'adolescence et il y a le stade adulte. Donc, nous, ici, souvent, on agit sur les adolescents. Donc, je vais prendre l'exemple sur les adolescents. Je veux dire que l'adolescence, c'est quoi? C'est la période qui comprend la période entre l'enfance et l'adulte et ses caractéristiques. Donc, l'adolescence, c'est quoi? Nous avons l'enfance qui est là au début, de 0 à 5 et nous avons l'adolescence qui continue jusqu'à 16-18 ans. Donc, cette période-là, on travaille beaucoup avec les enfants. Donc, on a besoin de savoir ce que c'est dans cette période-là. Pendant cette période-là de l'adolescence, il y a un changement corporel très important, extrêmement marquant et important, qui transforme l'enfant en quelques années en adulte. Donc, vous avez des enfants, vous devez savoir que l'enfant va se transformer et vous ne gérez pas ces transformations biologiques. Vous ne les gérez pas, mais vous devez comprendre ces instants-là, comment l'enfant réagit, quelle est la sensibilité de l'enfant, quel est son comportement. Donc, vous êtes obligé d'aller voir ce domaine-là qui est important dans notre jeunesse, de voir comment l'enfant change, comment l'enfant il part. Donc, ça, c'est hyper important.
important de le comprendre. Je dis, il y a des transformations notoires. Je ne rentre pas au fin fond de ce domaine qui est un domaine très, très large, mais je vous donne quand même quelques b.a.-ba pour le comprendre la suite de mon programme. Donc, il y a eu des transformations nettes au niveau de la sensibilité de l'enfant, très sensible au niveau de la réflexion et du comportement. Donc, il faut savoir que c'est un aspect psychosocial. Durant cette période de développement de l'enfant, et la compétence d'autodétermination et d'individualisation. L'enfant veut tout le temps se dire moi, il est adolescent, il dit c'est moi, l'autodétermination, donc tout le temps c'est comme ça. Vous, en tant qu'entraîneur, vous devez comprendre que l'enfant est dans ces périodes-là, donc vous devez le comprendre pour lui donner quelques savoirs. Et c'est hyper important de comprendre ces transformations-là qui sont là, qui vont permettre à l'entraîneur de pouvoir donner ses cours, parce que s'il doit donner des cours et il ne comprend pas ces périodes-là, il va fausser son enseignement. Parce que l'enseignement demande de savoir pendant cette période, l'enfant il est favorable à quoi? Pendant cette période, l'enfant est favorable à quoi? C'est pour cela qu'ici, on dit qu'on doit avoir de bons programmes, des contenus de formation qui vont permettre aux enfants, aux entraîneurs de bien travailler parce qu'il ne faut pas travailler tout. Il y a des choses qui sont très favorables pendant cet âge-là. Donc, c'est ça qu'il faut développer. Je crois que c'est important de savoir que cette période-là de l'adolescence chez l'enfant, elle doit être comprise par l'entraîneur ou bien au moins avoir une idée par rapport à ça. Donc, je vais continuer sur cette période-là. Oui, je vais continuer. Le slide est très long. Comme je l'ai dit, le slide est très long, donc je vais continuer à parler. J'ai dit que le changement est important. Je voudrais parler un peu des phases aussi, qu'il y a des phases chez l'enfant au niveau de la santé. La première phase est importante et la deuxième phase. Donc, c'est important pour l'entraîneur de le comprendre. Donc, nous allons passer au slide suivant. C'est un peu dans la machine, la connexion est très lente. Je m'excuse, là, comme la connexion est très lente. La connexion est lente, en attendant qu'elle vienne, donc je vais insister seulement sur ça, sur le fait que les changements corporels sont très importants ici. Il y a un problème de connexion, donc la connexion est lente, ça va venir, j'espère. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Donc on va passer directement à l'âge d'or pour avancer un peu. Donc l'âge d'or, c'est quoi pour moi dans ce processus que l'enfant est en train de grandir, il y a une partie qui est très très importante. Cette partie, c'est quoi pour moi? C'est l'âge d'or. L'âge d'or, pour moi, c'est quoi? C'est l'enfant est très très réceptif à cet âge d'or. L'entraîneur doit comprendre l'âge d'or qui est normalement de 12 ans, mais moi je donne une plage entre 11 ans jusqu'à 13 ans, 14 ans. Donc l'enfant est en train l'enfant est réceptif. Il est très réceptif. Il y a des choses qu'on doit lui enseigner. Les choses qu'on doit lui enseigner sont très importantes. C'est quoi? C'est par exemple la coordination qui est très importante. Ici, j'ai dit que l'acquisition des techniques et l'acquisition des gestes doivent être enseignées et l'impact permanent est à travers le ballon, les prises de décision. C'est une période où les jeunes sont très réceptifs. L'apprentissage moteur est très, très important. Donc, je m'en vais ici introduire un peu mon sujet. Je vais travailler un peu sur l'apprentissage moteur. Donc, il fallait qu'on partage un peu l'expérience de l'âge d'or qui est l'âge vraiment qui est très important pour la formation. Et ça permet à l'enfant, il est réceptif, il comprend vite. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut lui faire. Cette période est très importante pour le développement de la coordination, comme je l'avais dit, la souplesse, le travail. Ça, c'est des capacités vraiment de coordination qu'on doit travailler à l'acte. Le développement de l'endurance, le travail de la simulation optique, beaucoup de la préparation tactique, tout ça, on peut commencer à introduire ça à l'enfant. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Je vais seulement avancer sur une chose qui est importante pour moi, c'est l'apprentissage moteur qui est mon sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va étudier l'apprentissage moteur. C'est quoi l'apprentissage moteur? L'apprentissage moteur est un processus cognitif. Le cognitif, c'est quoi? C'est le cerveau qui permet de modifier le comportement. Si vous comprenez que l'entraînement est une modification, l'apprentissage est une modification du comportement,
changement de comportement, c'est hyper important dans ce cours-là. Donc, vous avez compris tout. Parce que nous, si on fait de l'apprentissage, si on fait de l'enseignement, c'est pour modifier le comportement de l'enfant. Ça, c'est important, de modifier le comportement de l'enfant de manière positive par l'acquisition de nouvelles compétences qui se déroulent dans le cerveau. Ici, on va beaucoup parler de cerveau, on est obligé. Parce que le cerveau du joueur, on est obligé d'en parler. C'est quoi? C'est le système nerveux. Le système nerveux va fonctionner quand on fait l'apprentissage moteur. L'apprentissage moteur résulte de la pratique de l'expérience. Donc, nous allons nous baser sur une expérience très, très simple. Si on enseigne un enfant, par exemple, il va faire des comparaisons dans son cerveau, on va le voir après. En fait, quelque chose de nouveau, il ne connaît pas, il va le mettre dans sa tête. Et comment il va fonctionner, c'est important. Donc, je vais essayer de vous expliquer brièvement comment le cerveau fonctionne. Le cerveau a pratiquement trois parties. La première partie, je vais dire que c'est lui-même le cerveau, c'est ce qu'on appelle le nerveux central. Le système nerveux central, c'est lui qui commande tout le cerveau. Lui, il ne nous intéresse pas pour l'instant. On va parler d'autres choses qui vont nous intéresser. On a aussi le système nerveux végétatif et le système nerveux, comme on dit, animal. Le système nerveux végétatif, vous n'allez pas vous rendre compte, peut-être que chaque jour, ça vous arrive qu'il fonctionne tout le temps, mais vous ne vous rendez pas compte. Comment votre digestif fonctionne, vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas, il y a un système nerveux végétatif qui le contrôle. La circulation sanguine, la circulation urinaire. Donc il y a beaucoup de choses qui fonctionnent dans le corps humain qui est contrôlé par le système nerveux, mais on va l'appeler système nerveux végétatif. Nous, ce qui va nous intéresser dans l'apprentissage, c'est le système nerveux animal, qui est un organe de réception, qui est un organe de récepteur. C'est lui qui reçoit toutes les images, c'est lui qui reçoit les émotions, les charges, les images, c'est lui qui reçoit tout. Donc, c'est important qu'on s'attarde un peu sur ça. Donc, l'apprentissage résulte de la part de l'expérience de l'apprenant. C'est ça. L'apprenant, il ne connaît pas la première fois qu'il reçoit l'image, c'est différent quand il reçoit l'image la deuxième, la troisième, la quatrième fois. Donc, c'est tout le temps une expérience dans la tête qui va se passer. Comment il va stocker l'information, on va y parler. Il est aussi un processus mental d'acquisition. Donc, on dit que l'apprentissage est un processus d'acquisition. L'acquisition, donc, il reçoit l'information, le traitement, il traite l'information, il conserve, il récupère, il fait beaucoup de choses dans ce traitement, on fait beaucoup de choses. Donc, c'est important de savoir que le processus moteur, c'est la réception de l'information, le processus d'acquisition, le traitement de l'information, la récupération des données et de connaissances. On va voir comment il va réagir ensuite. Donc, je vais passer sur les autres. Donc, je vous ai dit que nous avons des organes de sens qui sont très importants dans l'apprentissage. C'est lui qui reçoit toutes les informations sont récupérées chez l'être humain ou bien par le visuel. Donc, on regarde, on voit ce qui se passe. Le goûter, il y a la langue, on peut goûter quelque chose. Le toucher, c'est la peau. Donc, il y a beaucoup de trucs qui passent par la peau. Donc, la peau est un organe très sensible. L'oreille, lui, on écoute tout ce qui se passe. Donc, ça, ce sont les organes de sens qui sont dans le système nerveux animal. Nous, on dit système nerveux animal parce que tous les organes d'information sont là-bas. Les muscles, les tendons, les organes de sens qui fonctionnent à l'intérieur, c'est eux qui reçoivent les informations. C'est très émotif, c'est eux qui reçoivent tout, donc c'est important de travailler. Donc, si on doit travailler la vue, on doit travailler le toucher, on doit travailler les kinesthésies, on doit travailler l'huile. Donc, l'entraîneur est obligé de travailler ces organes de sens pour les rendre plus sensibles, pour les rendre plus sensibles pour transformer, pour leur envoyer vite l'information au niveau sensoriel. Donc, je vais vous expliquer brièvement, si je dis, le processus cognitif. Donc, le processus cognitif chez le joueur, c'est quoi? Le joueur, il est là, on parle de l'apprentissage moteur qui est très complexe à l'intérieur, mais nous, on va synthétiser, on va essayer de nous faire comprendre comment ça se passe dans la tête du joueur. Donc, l'entraîneur est là, il envoie beaucoup de stimuli, il envoie des informations qui sont reçues par le joueur, il envoie des informations qui sont reçues par le joueur. Le joueur qui est là, il reçoit les informations à travers le système nerveux animal. Donc, lui, le système nerveux animal, c'est lui qui a tout, qui a les centres de réception, c'est lui qui a la voix, c'est lui qui voit, c'est donc il est là. L'enfant, qu'est-ce qu'il va faire, le joueur? Il va sélectionner l'image motrice. D'accord? Il va sélectionner l'image motrice. L'image motrice, c'est quoi? C'est ce que l'entraîneur va envoyer. Donc, lui, il va le sélectionner, il va voir. Si l'image est venue sur la première image, il va voir s'il n'y avait pas d'ancienne image qui ressemble à ça. Il va essayer de faire la comparaison. S'il sélectionne cette image, il va dire cette image-là, je l'avais vue, ou bien je ne l'ai pas vue, je vais le mémoriser et je prends une décision, je réponds.
Si je l'ai vu une fois, je vais faire une comparaison, voir par rapport à l'image qui était déposée dans ma mémoire, comment je vais la stocker dans ma mémoire. Monsieur Keïta, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un écouteur? Parce que non, votre voix ne porte pas assez bien. Si vous avez un écouteur, ce sera plus raisonnable. La voix ne donne pas, les gens se plaignent de la voix. Excusez du dérangement, mais si vous avez un écouteur, prenez l'écouteur pour mettre sur l'ordinateur. Ça va peut-être corriger un peu le son. Ok, je vais essayer l'écouteur. David, tu m'entends? Oui, je vous entends. Mettez le casque, puis on va voir si c'est bon. Je vais essayer l'écouteur. Allô, David? Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que les gens entendent? Vous essayez de parler encore, on va voir si c'est bon. Allô, c'est bon? Oui, ça va mieux un peu. Ça va mieux un peu? Voilà, il n'y a pas assez d'écho maintenant. Vous pouvez continuer, on va voir si ça va. Donc, je disais que le processus cognitif est très Remettez votre caméra. Voilà, ok, merci. Je dis que le processus cognitif est très important pour moi. Je dis que c'est un processus qui se passe quand on parle de l'apprentissage du moteur, c'est le processus cognitif. Il faudrait que les joueurs, que les entraîneurs comprennent comment ça se passe dans la tête du joueur. C'est hyper important pour moi. L'entraîneur, il n'entend que des stimulus. Donc, c'est le joueur qui va les recevoir à travers, comme je l'ai dit, les organes de sens, à travers notre système animal qui reçoit toutes les informations. Donc, il va sélectionner les informations, l'image motrice qui va la sélectionner, qui va la traiter. Si elle a une fois vu l'image, c'est bien, elle va la comparer. Si elle l'a pas, elle va la stocker, mémoriser et prendre une décision pour la répétition. Mais ce que j'ai dit est très important dans cet enseignement-là. Il ne faut pas envoyer beaucoup de stimulus à l'enfant. Il ne faut pas être le taux d'information. Parce que si vous donnez le taux d'information, l'enfant risque de s'embrouiller. Parce qu'au début, le système il ne comprend pas comment ça fonctionne. Il n'a pas assez d'expérience, donc il faut y aller step by step. C'est très important. Donc, je vais passer d'abord ici pour expliquer, pour dire que la prise de décision ne dépend que de l'image que vous allez envoyer à l'enfant. Il faut envoyer à l'enfant une image parfaite au début. Parce que si vous lui envoyez des images qui ne sont pas bonnes, donc qui ne sont pas très bien, comment on appelle ça encore, l'enfant va stocker des images qui ne sont pas très bien et c'est un grand problème. Il faut tout faire pour lui envoyer des images qui sont bien, des images qui sont parfaites. Donc, je vais directement m'attaquer à ce qui m'a amené à mon sujet, c'est le processus de l'apprentissage moteur. Donc, on va travailler sur l'apprentissage moteur. Mon sujet, je dis que c'est l'apprentissage. Je vous ai expliqué un peu comment ça se passe au niveau de la pédagogie d'entraîneur. Je vous ai expliqué un peu l'ontogenèse des motrices, comment ça se passe, et le processus cognitif qui est l'apprentissage moteur qui est très important. Donc, la démarche que je vais suivre aujourd'hui, c'est de vous présenter les 3 étapes de l'apprentissage. Les 3 étapes d'apprentissage, les 3 phases qui sont la première phase qui est la phase de l'apprentissage, l'acquisition. Donc, quand vous enseignez à un enfant, vous lui envoyez des images, la première des choses, c'est qu'il va les recevoir, il va l'acquérir, vous allez commencer l'entraînement avec l'enfant doucement. Donc, la deuxième phase, c'est quoi? Au début, l'enfant ne comprenait pas beaucoup. Il n'était pas très sensible, il n'était pas vraiment, il avait des problèmes pour comprendre. Donc, la deuxième, on va continuer à entraîner l'enfant, à répéter, entraîner, répéter, corriger, répéter. Et surtout quand on sent que l'enfant il a une image grossière, la première image qui est très importante, on sait que l'enfant commence à comprendre, on passe à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est quoi? C'est la phase de perfectionnement. La phase de perfectionnement, c'est quoi? On avait dit au début, l'enfant ne maîtrisait pas bien la chose, l'enfant venait de commencer.
Donc, on lui donne les B.A.B.A, il commence à maîtriser. On l'envoie dans ce qu'on appelle le perfectionnement pour puis travailler dans des conditions vraiment très régulières, dans des conditions régulières normales. Donc, au début, ce n'était pas ça, on allait tout doucement. Mais dans la deuxième phase, on va accélérer un peu, on va y aller un peu plus vite, on va même mettre de temps en temps des adversaires qui sont semi-actifs. Donc, c'est important. La troisième phase, qui est la phase de stabilisation, qui est une phase très importante dans le basketball actuellement, c'est d'essayer de faire maîtriser l'enfant le mouvement convergent. C'est très hyper important. Monsieur, excusez-moi encore. Et le micro là, de votre casque, là, vous pouvez un peu l'approcher vers la bouche ou bien j'ai un problème, voilà. Parce qu'il y a toujours un petit problème d'audition. Et puis les diapos là sont un peu lentes. Est-ce que vous pouvez enlever le mode diapositive pour faire un diapo normal? Et là, ça sera plus facile à passer. La diapo, là, quittez en mode diapositive, mettez ça en document normal. Parce que comme l'ordinateur est lent, souvent on fait comme ça pour pouvoir réparer. Excusez-nous. Hein. Le micro, envoyez-le un peu vers la bouche. Voilà, ça va donner plus de son. Voilà, comme ça. Maintenant, la diapo, enlevez-le en diapositive. Mettez-le en fichier PowerPoint simple. Donc, ça sera plus facile à tout le monde de pouvoir suivre. Je l'envoie, je l'amène en. Vous enlevez sur le mode, faites échappe sur le clavier. Appuyez sur échappe. Voilà. Voilà, quand c'est comme ça, vous allez passer les slides au fur et à mesure, directement sans que ça soit trop long. Oui, ok. Donc, comme je dis, donc. Voilà, ça sera plus rapide quand vous cliquez à côté à chaque fois, ça sera un peu plus rapide. Merci beaucoup, merci Diami. Donc, j'ai dit que les trois phases, c'est ça. Les trois phases, la première phase, c'est dans des conditions régulières. Vous m'entendez bien? C'est dans des conditions régulières, donc sans adversaire. La deuxième phase, c'est le perfectionnement avec adversaire semi-actif et dans des phases, dans des conditions régulières. Et la dernière phase, c'est la stabilisation où on essaye de stabiliser le mouvement, c'est de le perfectionner le maximum possible. Donc, je m'en vais expliquer brièvement que la phase d'apprentissage, c'est trois étapes, c'est trois phases. La première phase, c'est la phase d'apprentissage qui va permettre à l'enfant de prendre le mouvement de manière très simple, très basique, très globale, avec des sensations moindres. Là, va passer par la deuxième phase. On ne peut pas sauter les phases. Je l'ai mis comme ça, c'est pour expliquer comment sauter les phases. On passe par la première phase, la deuxième phase et par la troisième phase. Et on peut quitter une phase 2 pour aller à une phase 1. Si on ne s'entraîne pas beaucoup, on peut retomber sur la phase 1. Ou bien si on reste longtemps sans s'entraîner, on peut passer de phase en phase. Et ça, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que l'enfant, dans l'apprentissage moteur, passe par ces trois phases-là. Donc, je m'en vais expliquer d'abord la première phase de manière très, très claire. Donc, j'ai dit que l'acquisition, c'est quoi? L'acquisition, c'est la première chose dans l'apprentissage moteur. Donc, au niveau des récepteurs, on comprend que l'enfant, d'abord, l'information. Au niveau des récepteurs, l'information est optique prédomine. Donc, l'enfant, ce qu'il voit, l'image qu'il voit, c'est ça qui domine. Les démonstrations sont enregistrées de manière grossière. Donc, l'enfant, l'image qu'il va enregistrer au début, c'est des images grossières. Il a des informations, mais il n'a pas tout. Il voit l'image motrice qui est là devant lui, l'image, elle est là, mais il ne peut pas tout comprendre à l'instant. Il reçoit l'information, il envoie au niveau du cerveau, le cerveau va faire son tri. Mais le cerveau va sélectionner de manière seulement grossière. Donc, de manière grossière, c'est-à-dire qu'il va rater beaucoup d'informations qu'il va rater parce que c'est au début, l'information vient en vrac, les sensations restent encore, la sensation est floue, rien n'est précis au départ, la sensation kinesthésique, tout est flou. Pour l'instant, il ne comprend pas beaucoup de choses. Donc, on va voir maintenant au niveau de l'entraînement comment ça se passe. Donc, on va passer au niveau de l'entraînement, on va bouger un peu. Voilà, on voit que l'entraînement, on va dire au niveau de l'entraînement, c'est quoi? Le mouvement est déjà réalisé sous des conditions simplifiées avec concentration. Donc, si, pour passer en deuxième étape, non, on va voir d'abord si les conditions de l'entraînement sont requises. Donc, l'enfant, il a commencé à apprendre, il peut dribbler facilement, si c'est dribble, il peut dribbler, il le comprend dans l'état où la concentration existe, il est là, il dribble normalement, pour passer à la deuxième phase. Donc, je vais conclure seulement l'acquisition de la première phase. L'acquisition, c'est quoi? La démonstration du geste doit être très, très bien faite au début. Donc, l'explication est de manière globale. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Si vous expliquez à l'enfant, ne rentrez pas dans les détails. Juste lui expliquer de manière globale l'exercice, il sert à quoi. C'est important. La répétition, elle doit être continue. La répétition sans adversaire.
Sans adversaire, je veux dire que dans cette phase d'acquisition, l'enfant doit aller tout doucement, il doit dribbler doucement, il doit y aller au début de manière, comme je vais le dire, sur place, après en courant, après il peut augmenter beaucoup de choses que son rythme. Donc ici, en conclusion, dans cette première phase, on en aura la réussite du mouvement et de manière globale et simplifiée. Si on a l'enfant qui réussit le mouvement de manière globale et simplifiée, on peut passer à la deuxième phase, qui est la phase de perfectionnement. Donc, on va attaquer la phase de perfectionnement. On va attaquer la phase de perfectionnement. On va attaquer la phase de perfectionnement. On a dit, voilà, la phase de perfectionnement. On va parler d'abord premièrement de la qualité de réception du traitement de l'information. Donc, dans la deuxième phase, on sait que les joueurs maintenant, ils maîtrisent le mouvement de manière globale. Donc, on va passer à la démonstration qui est enregistrée de manière différenciée, précise. Maintenant, l'enfant, il comprend le mouvement, il commence à enregistrer. Comme je vous ai dit au départ, il fait des comparaisons, il fait des répétitions. Donc, le mouvement, il commence à être un mouvement qui est plus ou moins... Et l'enregistrement de manière, les sensations deviennent plus conscientes. L'enfant, il commence à sentir le mouvement, il commence à se dire que je comprends ce mouvement-là, je l'avais vu, ou bien je l'ai répété. Il peut décrire, il peut dire s'il a compris, il n'a pas. L'enfant peut commencer maintenant à traiter les informations de manière verbale même et de manière détaillée. Il comprend, il a fait des répétitions, donc dans son cerveau, il comprend beaucoup de choses. Dans la sensation motrice aussi, il commence à préciser. Il sait très très bien, il sait qu'il est en train de faire la chose de manière très très bien, donc c'est important cette phase-là. Donc ça, c'est au niveau de la deuxième phase. Donc les conditions d'entraînement sont les le mouvement peut être réalisé sous des conditions normales. Donc ici, dans cette deuxième phase, c'est une phase qui est déjà intéressante. Donc l'enfant, déjà, il connaît l'exercice, il connaît le mouvement, il peut le faire même avec des adversaires semi-actifs. Il peut faire le mouvement, il le comprend. Dans cette deuxième phase, il comprend très très bien ce qu'il est en train de faire. Là, il comprend bien, mais dans des conditions aussi pas trop compliquées. On peut lui mettre un défenseur semi-actif. Il peut réaliser le mouvement globalement. On sait que la deuxième phase est très très bien. L'enfant commence, c'est pas comme la première phase où il avait des problèmes même pour comprendre le mouvement au niveau global. Maintenant, on comprend que l'enfant a compris le mouvement. Il peut travailler sous des conditions normales. C'est très important ici. Donc, au niveau de la conclusion du perfectionnement, donc le premier niveau, globalement, l'enfant, dans l'acquisition, c'est global. Maintenant, on va dans les conclusions pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement, on va dire que la démonstration est enregistrée. La démonstration est enregistrée de manière différenciée. La démonstration, il y a des fautes, mais vous allez corriger un peu de manière différenciée. Donc, l'enfant ici différencie l'enregistrement. La répétition doit se faire de manière régulière. Donc, l'enfant peut répéter régulièrement, il peut faire l'exercice, il y a moins de corrections, donc l'enfant est bien, c'est pas comme au début, il commence à maîtriser un peu son sujet, donc c'est important. Maintenant, on peut introduire des adversaires semi-actifs, ok? Des adversaires semi-actifs, donc pour dire que l'enfant, il peut jouer un match, même dans cette deuxième phase, dans le perfectionnement, il peut jouer un match. Donc, c'est hyper important de pousser les enfants à travailler de manière, dans la deuxième phase de perfectionnement, de travailler de manière régulière avec des adversaires semi-actifs. La réussite du mouvement en condition régulière. Donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que dans cette deuxième phase, si on voit que l'enfant réussit le mouvement de manière régulière, on peut passer à la troisième phase, qui est la dernière phase. Donc, la dernière phase, c'est la phase de stabilisation. La phase de stabilisation qu'on va voir aujourd'hui est là, la phase de stabilisation. La phase de stabilisation, donc c'est la phase de stabilisation, c'est rapide encore. La phase de stabilisation, donc on va parler d'abord de la qualité de la réception. Donc la réception, donc on va dire que le mouvement et de la sensation motrice est très précis. Là, on sait que le joueur, dans la troisième phase, a des sensations motrices très, très, très précises. Tout est clair dans sa tête, il comprend, il comprend dans cette phase, il a tout compris. Les démonstrations sont enregistrées de manière très, très claire, de manière très, très précise. C'est hyper important de le dire. Et la vision périphérique est diminuée par rapport à la vision centrale. On peut diminuer cette vision-là parce que l'enfant a compris, on le fait travailler dans des conditions un peu plus que la régulière. Donc, ce n'est pas comme avant. Ici, on veut que le mouvement soit automatique, on veut que le mouvement soit stabilisé. Donc, c'est très important de travailler avec des conditions un peu difficiles pour l'enfant.
on veut stabiliser un mouvement, donc on est obligé de passer par un travail un peu plus dur que le travail au niveau du perfectionnement. Donc, on va passer au niveau de l'entraînement, ce que ça donne au niveau de l'entraînement. Donc, la stabilisation, condition de l'entraînement, pour l'entraînement. Le mouvement peut être réalisé dans des conditions très difficiles. Ce que j'ai dit, c'est des mouvements qu'on doit réaliser dans des conditions très difficiles. Je vous donne un cas. Si le joueur est un bon tireur, il tire dans des conditions normales, il tire très très bien, il lève la main, il tire, mais dans les conditions de stabilisation, il peut lever la main pour tirer, on le gêne un peu, ou bien on le bouscule. Et il doit tout faire pour marquer. C'est des conditions extrêmement. On doit travailler le gosse de manière qu'il puisse travailler dans des conditions extrêmement difficiles qui dépassent un peu même la situation de match pour stabiliser son mouvement. Le mouvement, on doit le stabiliser dans cette troisième phase qui est une phase très très importante. Donc la conclusion pour la troisième phase de la stabilisation, on va dire que la stabilisation est une phase très importante dans le sport. Nous, en tant qu'entraîneur, on doit stabiliser les gestes qu'on enseigne aux gosses dans la troisième phase. Donc la vision périphérique est diminuée par rapport à la vision centrale est diminuée par rapport à la vision périphérique. C'est important, on peut travailler dans des conditions très difficiles de réduire sa vision périphérique. Le mouvement doit être d'une grande précision. Ici, on sait que le joueur doit réaliser le mouvement que nous sommes, l'idéal du mouvement. On doit le pousser à le répéter, corriger, répéter, corriger. Donc ici, on sent que l'enfant même a maîtrisé le sujet, il dépasse le sujet. Donc il ne faut pas travailler tout le temps les enfants dans les conditions de match. Il faut essayer de travailler les enfants même dans les conditions extra-match qui sont plus dures que le match. Comme ça, le jour du match, il n'y aura pas de problème. Le joueur doit répéter le mouvement avec des adversaires et sous des conditions très dures. Hyper important ça. Il faut qu'on travaille avec les enfants dans des conditions très difficiles ici dans la troisième phase. C'est pour rendre le geste parfait au niveau du cerveau. Il y aura des comparaisons, comme je l'ai dit. Tout le temps, ces comparaisons vont permettre à l'enfant de pouvoir sélectionner le meilleur geste qu'il va donner le jour du match. Donc ici, je vais prendre un exemple. L'exemple, c'est l'exemple du jeu. L'exemple du jeu, c'est quoi? Chez les jeunes, il faut tout le temps faire du jeu. Ils aiment le jeu. Le jeu permet de découvrir le caractère et la personnalité, le courage, le comportement, ce qu'on ne peut pas exprimer dans la vie quotidienne. Donc, le jeu, il est très important pour nous. Le jeu, il est important pour nous. Je veux dire qu'à chaque fois qu'on fasse un jeu, l'entraîneur peut découvrir beaucoup de choses. Et le jeu, il peut découvrir beaucoup de choses dans le jeu. Donc, dans vos entraînements, il faut faire du jeu. L'exemple que j'ai pris du jeu, il est très important pour moi parce que ça permet à l'enfant de s'amuser. L'enfant, il aime s'amuser. Les jeunes, ils aiment s'amuser. Mais le jeu, il est un élément vraiment d'apprentissage très important. La variabilité des jeux pour améliorer les décisions. Il ne faut pas faire un jeu tout le temps comme ça, sans changer, sans varier. Ça permet à l'enfant, il faut changer tout le temps les règles. Ça permet à l'enfant de trouver d'autres solutions, de trouver des stratégies, de trouver des combinaisons. Le jeu, il est très important. Il permet à l'enfant vraiment de prendre d'apprendre beaucoup de choses. Et comme j'ai écrit ici, l'aspect ludique revêt d'une grande importance chez les jeunes. Il faut que ça soit ludique. Les séquences réelles s'organisent toujours en étroite collaboration avec le thème. Il faut faire un jeu, mais il faut avoir un thème. Ce n'est pas de faire un jeu pour faire des jeux. Les jeux, on a avec des thèmes, soit c'est la passe, soit c'est le livre, soit c'est tout le temps. Le jeu, il a quelque chose qui est important, c'est le thème de la science. Donc, le thème de la science, donc je vais dire que je vais parler un peu de la méthodologie des jeux. C'est parti un peu, mais c'est ça. Voilà, la méthodologie des jeux. C'est quoi la méthodologie des jeux? La méthodologie des jeux. Donc, la méthodologie des jeux permet à l'enfant de s'amuser, comme je l'ai dit, et à développer sa technique et sans s'en rendre compte. Parce que le jeu, l'enfant développe sa technique sans s'en rendre compte. Il développe sa technique, il ne se rend pas compte qu'il est en train de jouer. Il ne se rend pas compte, mais nous, on sait qu'il est en train de jouer. Il développe une technique, il ne se rend pas compte. Mais l'entraîneur doit pouvoir observer et détecter les erreurs. Donc, s'il fait un jeu de passe, il doit pouvoir détecter les erreurs. L'entraîneur, il doit détecter tout. Mais c'est très difficile. C'est difficile d'observer tous les enfants durant le jeu, car on doit pouvoir les évaluer. C'est important. Vous faites un jeu, vous êtes là tout seul, vous voulez évaluer tous les enfants, ce n'est pas possible. D'où l'intérêt de faire un staff, vous n'êtes pas seul. Mais il faut corriger. S'il y a, par exemple, vous faites un jeu de passe, peut-être je parle des mini, par exemple, je vais chez les mini-basket, vous voyez un enfant qui prend le ballon, court avec pour s'approcher de son ami pour faire la passe, il faut arrêter.
que ça, nous, on appelle ça les fautes grossières. Il faut arrêter d'expliquer à l'enfant que ça ne doit pas se faire comme ça. Donc, un jeu doit avoir un but. Le but tire, passe, ce que vous voulez, mais le jeu doit avoir un but. Donc, dans cette méthodologie de jeu, je vais développer, dans cette méthodologie de jeu, je vais essayer de développer deux choses. Je vais développer deux choses. Attends, je vais faire monter le slide. Je vais développer deux choses. Je vais développer d'abord ce qu'on appelle la méthode, deux méthodes. Donc, l'apprentissage le jeu passe par deux méthodes, la méthode globale et la méthode analytique. Donc, la méthode globale, c'est quoi? Et la méthode analytique, c'est quoi? Dans la méthodologie de jeu, on va faire l'apprentissage par deux méthodes. Donc, la méthode globale, qui est une méthode très intéressante, et la méthode analytique aussi, qui est une méthode très intéressante. Donc, c'est quoi la méthode globale? Dans la situation de la méthode globale, c'est une méthode très, très intéressante. Une méthode très intéressante de jeu. On va essayer tout le temps dans la méthode globale. Dans cette méthode, la situation est simple. Avec des règles, l'entraîneur peut introduire progressivement de nouvelles règles au fur et à mesure que le joueur assume. Donc, cette méthodologie, elle est très intéressante, mais elle a des avantages et des inconvénients. Elle a des avantages et des inconvénients. Donc, les avantages, c'est quoi dans la méthodologie des jeux? C'est quoi? Les avantages, c'est quoi? C'est la motivation. Donc, dans la méthodologie des jeux, les enfants sont motivés. Donc, il y a la compréhension tactique aussi. Les enfants, ils comprennent la tactique du jeu. Il y a la créativité, il y a l'esprit d'équipe. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver sur les avantages. La coopération entre les joueurs, la reconnaissance des règles, la connaissance physique. Donc, il y a beaucoup d'avantages dans la méthode globale. Dans la méthode globale, il y a beaucoup d'avantages qui permettent à l'enfant de se développer. Donc, elle est très, très importante. Toute méthode a des avantages et des inconvénients. Donc, nous allons pousser cette méthode-là, qui est une méthode très intéressante, qui est motivante, qui augmente la compréhension tactique, qui amène la créativité, l'esprit d'équipe. C'est vraiment une méthodologie très, très importante. Les inconvénients, c'est quoi? L'exécution correcte de la technique n'est pas respectée. C'est sûr, on ne peut pas faire du jeu et respecter la technique parce que les enfants, ce qu'ils veulent, c'est gagner, ce qu'ils veulent, c'est s'éclater, c'est ça qu'ils veulent. Mais les inconvénients, c'est comme ça. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Donc, la sélection est naturelle. L'entraîneur a des difficultés pour pouvoir surveiller tous les enfants. D'où l'intérêt de mettre un staff en place qui va l'aider. Donc, la méthode globale est une méthode très intéressante qui a des avantages et qui a des inconvénients. Je vais passer sur la méthode analytique. Donc, la méthode analytique qui est différente de la méthode globale. Donc, c'est une méthode qui passe par le découpage de l'exercice, par le découpage des mouvements. Donc, cette méthode a des avantages, elle a aussi des inconvénients. Les avantages, c'est quoi? Donc, la méthode analytique est une méthode très importante. C'est la technique, on développe une technique, on doit passer par la méthode analytique, qui est une méthode de découpage. Donc, la méthode technique développée, et la méthode technique développée, il faut respecter les phases d'apprentissage et les corrections des mouvements. Donc, cette méthode est très importante pour enseigner une technique. Pour enseigner une technique, il faut passer par la méthode analytique qui permet de décomposer le mouvement. Donc, le mouvement est décomposé selon la première phase d'acquisition, la deuxième phase de perfectionnement et la troisième phase. Pour chaque phase, vous avez des explications à faire à l'enfant pour qu'il maîtrise ces mouvements. Donc, le contrôle, on contrôle mieux et on se développe rapidement. Donc, là, tu peux surveiller l'enfant. Tu peux rester là devant l'enfant, tu peux surveiller, tu peux corriger la biomécanique, tu peux tout corriger chez l'enfant. Donc, c'est important dans cette méthode. Son tir, les appuis, le lâcher, par exemple, si c'est un lancer franc ou bien si c'est un tir, tu peux corriger beaucoup de choses, ce que tu ne peux pas faire au niveau de la méthode globale. Donc, là, c'est des avantages très, très bien pour l'apprentissage. Donc, on va continuer pour dire qu'aussi, dans l'autocorrection de l'enfant, on peut impliquer l'enfant dans la correction. L'enfant, on doit l'impliquer dans la correction. Dans la méthodologie, l'enfant est impliqué dans la correction. Même les partenaires sont impliqués dans la correction. Donc, c'est important. Ici, on peut utiliser aussi la vidéo pour corriger l'enfant. Donc, la correction est possible. Il y a beaucoup d'avantages dans cette méthodologie. Donc, il y a des inconvénients aussi. Les inconvénients, c'est quoi? C'est la monotonie.
effectivement, quand on va dans la méthode analytique, il y a de la monotonie. Il y a de la monotonie, l'enfant répète les mouvements, il est lassé, il n'aime pas. Les enfants n'aiment pas ce qui est monotone, ils aiment ce qui est bougeant, ce qui est créatif. Et il y a aussi l'émotion qui réduit. Effectivement, il n'y a pas d'émotion. C'est la répétition, la correction, répétition, correction, répétition, correction. Donc ça, l'enfant n'aime pas trop. Mais vous, en tant qu'entraîneur, vous savez que vous êtes dans la méthode globale, vous savez où est-ce que vous voulez en venir. Donc vous, chez les jeunes, vous allez surtout rester dans ce qu'on appelle les objectifs de performance. Vous n'êtes pas là pour des résultats immédiats. Si l'enfant prend le ballon dans la mathématique, il jette le marque, il dit oui, c'est bon. Non, il faut voir s'il est passé par toutes les étapes. Une bonne flexion, est-ce qu'il a bien tiré, est-ce qu'il a bien plié les genoux, est-ce qu'il a bien plié le coude. Donc tout ça, l'entraîneur doit le vérifier. Et ça, c'est hyper important dans la mathématique. On dit qu'aussi demande du matériel, ça demande beaucoup de matériel, où est-ce qu'il doit passer tout ça. Donc il faut vraiment comprendre ça. C'est des deux méthodes qui sont très importantes, ces deux méthodes-là. Donc les entraîneurs doivent tout faire pour maîtriser ces deux méthodes. Ces deux méthodes vont les permettre de travailler à l'aise dans le. Donc, nous avons globalement la méthode de logique de jeu qui fait appel à ces deux méthodes. La méthode globale, qui est une méthode vraiment importante pour moi, qui va faire le jeu, qui va faire, surtout pour le mini basket. Mais quand on passe à autre chose, on peut utiliser vraiment la méthode analytique pour vraiment développer la technique et c'est très important dans ce domaine. La méthode analytique va je crois, en haut niveau, mais on peut utiliser le jeu aussi, même dans les échauffements, dans d'autres parties dans le jeu. Donc, c'est important de travailler avec la méthode analytique. Donc, je vais avancer un peu avec notre slide. Oui, donc, par rapport à ces deux méthodes, nous avons aussi un procédé. Ces deux méthodes peuvent s'appliquer sous différentes formes. Donc, nous avons, comme je l'ai dit au départ, nous avons la méthodologie globale, nous avons la méthodologie du jeu, nous avons les deux méthodes qui sont dans la méthodologie du jeu, et nous avons maintenant un procédé qui peut s'appliquer sous différentes formes. Soit on travaille dans la forme d'exercice, soit on travaille dans la forme jouée, soit on travaille dans la forme de compte. Donc, ces deux niveaux de méthodes ils peuvent s'appliquer sous d'autres formes. Donc, nous avons la méthodologie, nous avons les méthodes, nous avons maintenant les formes. On rentre dans les formes, la forme d'exercice. La forme d'exercice est très importante. C'est une forme, elle est une forme dans laquelle l'entraîneur détermine d'abord la position du joueur, le chemin où le joueur doit passer, et il détermine aussi le nombre de ballons, le nombre de sasies, le matériel qu'il faut. Donc, c'est des formes d'exercice où on place les joueurs sur un circuit très clair. Donc, l'entraîneur met les joueurs sur une position et leur dit de passer par ici, par là, par là. Donc, vous allez voir cette forme d'exercice, où est-ce qu'on peut utiliser ça dans ces deux styles, dans ces deux méthodes d'entraînement, soit dans le global ou bien soit dans l'intime. C'est vous, entraîneur, qui allez voir où est-ce qu'on peut utiliser ces deux méthodes, cette forme d'exercice qui est très importante, la forme est très importante pour l'apprentissage. Donc, je vais passer à la forme jouée, qui est une forme qui est bien aussi, qui est une forme jouée. C'est une forme dans laquelle l'entraîneur détermine les règles de jeu. Il faut définir les règles, laisse le joueur jouer à sa liberté et à la créativité. Donc, cette forme jouée, elle peut s'appliquer, vous savez où? Elle peut s'appliquer dans la forme globale. Donc, on laisse l'entraîneur déterminer ses règles, il met ses règles en place, il dit le jeu, c'est ça, et ça, et ça, et ça. Et il dit aux joueurs maintenant, débrouillez-vous, il faut jouer. Il faut que les enfants apprennent à respecter les règles. Il faut qu'ils respectent les règles, les enfants. Donc, et puis ce qui est intéressant dans cette forme de jouer, les enfants aiment jouer. Ils ont la liberté, il y aura ce que j'appelle l'excitation, ils vont s'exciter, ils vont crier. Mais comme j'ai dit, cette forme, elle permet à l'enfant d'être très créatif. Ce n'est pas comme l'exercice où tout est mis en place. Ici, on laisse l'enfant la liberté. Et l'enfant a la liberté de faire ce qu'il veut. Donc, il peut bouger, il peut faire ce qu'il veut. Donc, c'est une méthode, une forme jouée. La forme jouée, on peut l'utiliser dans la forme globale. Donc, vous allez voir, c'est vous qui allez voir telle méthode, telle forme, on peut l'utiliser dans telle méthode, telle autre forme, on va l'utiliser dans telle méthode. Donc, la forme jouée, c'est ça. On met les règles en place, on laisse les enfants jouer
Et la créativité aussi, elle est là, donc on laisse l'enfant s'éclater et l'entraîneur doit observer, doit voir qu'est-ce qu'elle doit corriger. Ça dépend de quelle phase l'enfant est. Si l'enfant est dans la première phase, comment il faut corriger. Si l'enfant est dans la deuxième phase, comment il faut corriger. Si l'enfant est dans la troisième phase, comment il faut corriger. C'est très important de corriger selon les phases. Si vous êtes dans la première phase de votre apprentissage, il faudrait, si l'enfant réussit le geste de manière globale, il faut aller dans la deuxième phase. Si l'enfant maîtrise, il faut aller dans la troisième phase, et ainsi de suite. Donc, surtout, il faut stabiliser, vraiment, il faut stabiliser le mouvement des enfants, il faut beaucoup stabiliser. Si vous ne stabilisez pas le mouvement, l'enfant va quitter, comme je l'ai dit, la première phase, il était à la troisième phase, il va aller à la deuxième phase, et ainsi de suite. Il faut tout le temps stabiliser les mouvements. Donc, on va voir la dernière forme, qui est la forme de concours, la forme de concours qui est très bien, qui est une forme dans laquelle l'entraîneur exige un score ou donne un temps de jeu. Donc, l'entraîneur, il met des groupes de personnes, il met 2 joueurs en face, ou bien il met encore un groupe de jeunes en place, ou bien il met des groupes de joueurs en place, ou bien il met des équipes en place. C'est un jeu concours où il y a un score, où c'est deux groupes. Il faut dire, par exemple, je mets 2 groupes. Mais 2 groupes, je vous dis, par exemple, vous allez tirer l'équipe qui marque 100, on va arrêter. Donc, ils vont aller tirer, ils vont tirer. S'il y a une équipe qui marque 100, on arrête. Sinon, il peut dire aussi autre chose, il peut passer sur le temps. Il dira, par exemple, aux 2 groupes, vous allez tirer pendant 10 minutes et je verrai quelle est l'équipe qui va gagner le concours. Et c'est une manière aussi de travailler qui est importante, la manière dans cette forme de concours qu'on peut travailler par rapport aux 2 méthodes, de la méthodologie du jeu. Donc ici, il y a la notion de victoire. Et les enfants, ils aiment bien la notion de victoire. Ils aiment ça. Donc, ce sont les 3 formes que je vous avais proposées. Donc ici, on va essayer de résumer un peu la méthodologie du jeu. La méthodologie de jeu, comme je l'ai dit, c'est une méthodologie de jeu. Donc, il y a 2 méthodes, la méthode globale et la méthode analytique. Donc, la méthode globale est là. Ici, la méthode globale est là, la méthode analytique est là. Donc, il y a les formes d'exercice qu'il faut vraiment comprendre. La forme d'exercice, c'est quoi? J'ai tout de suite, il y a la forme d'exercice, la forme jouée et la forme de concours. Donc, je vais donner des conseils par rapport à ça. On va donner des conseils par rapport à l'entraîneur de petite catégorie. Donc, par rapport aux entraîneurs de petite catégorie, les conseils par rapport aux entraîneurs même, globalement, je dis que, je vais donner des conseils par rapport aux entraîneurs. Donc, j'ai dit créer des conditions d'entraînement favorables, simplifiées. Tout le temps, quand vous êtes dans un enseignement, il faut créer des conditions simplifiées au début. Surtout créer des conditions au début très simples. Il ne faut pas venir seulement prendre l'entraînement de quelqu'un, vous le copiez, vous l'amenez chez vous, vous allez dire oui, je vais entraîner mes jeunes, je vais amener ça. Non, ça, c'est pas bon. Il faut tout le temps créer des conditions simples, des conditions très, très simples. Surtout une très bonne démonstration. La première image motrice est très importante pour l'enfant. Ce que vous allez donner à l'enfant la première fois, que ce soit un tir, que ce soit un arrêt, que ce soit une passe, ça doit être une image parfaite, une image idéale. Si vous ne pouvez pas faire ça, il ne faut pas faire. Il faut éviter de forcer, de faire des exercices que vous ne pouvez pas faire. Chercher un joueur qui tire bien ou bien chercher un joueur qui tire bien, qui viendra dribbler devant les jeunes et les enfants vont. C'est important dans cette démarche qu'on est en train de faire. Donc, une très bonne communication, il faut bien communiquer. Les enfants, comme j'ai dit, il faut les accompagner, il faut les rendre autonomes. Il ne faut pas insulter devant les enfants. La relation, il doit être une très, très bonne communication. Corriger les premières fautes majeures. Les fautes grossières, il faut les corriger. Il ne faut pas attendre que l'enfant automatise certaines erreurs. Il ne faut pas attendre ça. Il faut tout le temps corriger les erreurs grossières. Les plus grandes erreurs, il faut les corriger. Celles qui peuvent perturber après, quand ils vont automatiser ces gestes, ça va aller coûter très cher après. Donc, les fautes majeures, il faut les corriger dès le début. Et corriger une seule chose. Il ne faut pas corriger beaucoup de choses au début. Corriger une seule chose et répéter, corriger. Toujours intégrer les joueurs dans la correction et l'observation. Il ne faut pas travailler tout le temps pour corriger les joueurs, il faut poser des questions aux joueurs. Mettez les joueurs dans la correction, mettez ses coéquipiers dans la correction, mettez même la vidéo dans l'observation, j'appelle l'observation des fautes. On peut mettre des vidéos à l'entraînement, observer les enfants et les corriger. Et ça, c'est la nouvelle donne.
Aujourd'hui, nous avons la chance, nous avons des téléphones qui peuvent enregistrer. Donc, c'est important, c'est très important de mettre la correction de la vidéo dans nos entraînements. J'ai dit que l'entraîneur doit avoir une position sur le terrain et avoir tous les joueurs dans son champ visuel. C'est hyper important. Enfin, l'entraîneur doit avoir une position pour voir tous les joueurs sur le terrain. Il ne faut pas se mettre dans un coin, travailler. Non, il faut se mettre dans des positions qui sont parfaites, bouger, voir les angles et travailler dans un jeu, travailler dans le jeu de but. Au début, travailler peu de joueurs et ça, tout ça, c'est bien dans l'enseignement. Une dernière chose que je vais vous donner qui est très, très importante, c'est le coach on the run. Le coach on the run est très important, je le mets ici, mais le cours que j'ai fait n'est pas dans le level 1. C'est un cours que j'ai fait qui n'est pas dans le level 1. Donc, le coaching on the run, les gens qui ont eu le level 1, WABC level 1, est un coaching très important dans le monde actuel du basket. C'est-à-dire, c'est de laisser les joueurs répéter. S'il y a des erreurs, vraiment, il faut savoir tirer les jeunes à côté, le corriger et le remettre en place. Donc, c'est important de travailler. Le coaching, on ne doit pas tout le temps arrêter les séances d'entraînement pour corriger toutes choses. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Je vous demande je suis presque à la fin de mon exposé. Je vous demande de lire le livre WABC Level 1, qui est un livre très, très, très intéressant. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai pas travaillé avec le livre WABC Level 1, lui qui parle de son apprentissage. Il parle beaucoup, vous allez le lire, vous qui parle, je crois qu'il y a des coachs qui ont travaillé pour ça, qui ont travaillé sur ça, qui parlent un peu des apprenants par exemple auditifs, des apprenants kinesthésistes, des apprenants auditifs. Donc, il y a 4 apprenants là-bas kinesthésistes, donc, qui parlent de ces étapes, les phases d'apprentissage qui sont l'inconscient incompétent, l'incompétent conscient, le conscient compétent, et la dernière chose, c'est le compétent inconscient. Donc, ça, vous avez lu dans le level 1. Et je crois qu'il y a des vidéos qui ont été faites par rapport à cette formation. Je crois que je viens de finir mon exposé. Et je vais résumer seulement ceci pour vous dire seulement que j'avais tenu à partager d'abord avec vous la pédagogie, un peu de l'entraînement, partager avec vous le triangle de Jean qui est très important, parler un peu de l'orthogenèse et parler de l'apprentissage moteur, terminer avec un exemple de la méthodologie d'entraînement des jeunes. Donc, je vous remercie et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Dr. Chérif. Merci à tous les stagiaires. Merci de votre attention. Vous avez mon mail qui est en bas si vraiment vous le voyez. Donc, vous pouvez poser des questions après ce cours. Merci beaucoup. Merci mon cher collègue pour, disons, ton intervention qui vient de compléter la première, qui est riche, qui nous a ouvert d'autres, bien sûr, points de vue, de connaissances, etc. Merci beaucoup. Nous étions, personnellement, le contenu m'a beaucoup plu. Ce n'est pas à moi de vous juger, mais je vous dis que c'était un cours de formation approprié d'un certain niveau actuel et qui complète notre premier cours. Comme on a dit, nos thèmes sont diversifiés parce que chaque thème contient plusieurs sujets. Vous avez traité un autre sujet qui est différent de celui qu'on a eu la semaine passée. Donc, Monsieur Mostafa Keïta, merci beaucoup. Et avant de passer la parole à nos amis collègues pour les questions, j'aimerais bien rappeler, et je dois le faire, c'est mon rôle, que FIBA Afrique existe, le conseil, c'était avant le comité des entraîneurs, le conseil des entraîneurs maintenant qui s'appelle, ça fait 19 ans que nous travaillons, 18 ans pratiquement que nous sommes en train de former nos entraîneurs et nous avons formé pas mal d'entraîneurs et qui sont devenus instructeurs. Nous étions plus qu'une quarantaine, nous sommes maintenant à 35 à peu près, et nous sommes ici au service de FIBA Afrique qui nous ouvre les bras
pour former ces entraîneurs africains et les entraîneurs de FIBA Afrique. Tout ce que nous faisons ici, c'est d'orienter nos futurs et jeunes entraîneurs vers le chemin que nous souhaiterons les amènera à développer le basket. Devenir entraîneur, c'est pas aller sur terrain et faire jouer les jeunes là en se partageant des ballons, mais plutôt à enseigner ces jeunes sur tous les plans, éducatifs, physique, tactique, technique, moral, psychologique et tout ce que vous voulez. Nous avons une tâche, nous autres entraîneurs, très lourde que nous devons assumer si nous voulons prendre ce chemin-là. Je dois remercier aussi notre technicien informaticien, M. Diaby, de ses interventions parce que malheureusement la qualité du son n'était pas assez claire. Mais par la suite, ça s'est amélioré. Il ne faut pas oublier que nous avons dit que nous avons 1 mois et demi de formation. FIBA Afrique a mis à la disposition de ses entraîneurs jeunes et moins jeunes une formation online que nous sommes en train de faire. Et demain démarre aussi en parallèle les conférences. Demain matin, les conférences seront données à toutes les catégories, à tous les niveaux des entraîneurs. À partir de 10 heures, une séance, la deuxième c'est à 11 heures. Et vous avez le calendrier que notre ami et collègue M. Benga a distribué aux fédérations. Donc, suivons ce processus de formation que FIBA Afrique a mis à notre disposition, que nous n'arrêterons jamais de remercier les responsables de notre FIBA Afrique. Et je cède la parole maintenant à mon collègue Nour, M. Nour, pour vous poser les questions proposées ou bien posées par les candidats qui ont suivi notre cours. Merci Keïta, merci pour la valeureuse, disons, votre valeureuse leçon qui complète, comme j'ai dit, la précédente. Et comme ça, on donne le maximum de matériel et d'informations à nos futurs entraîneurs. Et c'est à eux d'aller chercher maintenant et s'approfondir et se former par eux-mêmes aussi. Nous sommes ici comme guides, comme des gens qui orientent, comme des gens qui tendent la main. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur. Nous attendons. Monsieur Dabi, est-ce que vous avez... Monsieur nous répond qu'il n'est pas présent actuellement, qu'il a un problème. Il y a un problème. Oui. Il est un peu bloqué quelque part, donc il n'arrive pas à rejoindre la réunion. Je vais voir si je peux dire quelques questions. Il n'y a pas de problème. Si on peut poser des questions directement. Oui. Ils ont posé des questions dans le chat. Donc, regardez le côté conversé. Il y a des questions qui sont là-bas. Converser. Ouais. Voilà, regardez toutes les conversations. Il y a des questions qui sont posées. Ok. Donc, directement avec les noms des personnes, vous pouvez répondre directement. Très bien. Très bien. La deuxième, cette qualité n'est pas bonne. Rapport entre... On parle du son généralement ici, Oui. qui n'était pas clair. Voilà, c'est un peu le son qui a un peu dérangé les participants. Oui. Donc, il y a des remerciements aussi pour la présentation, malgré le problème de son, etc. Et on peut leur dire qu'ils vont retrouver tous ces cours-là sur le YouTube. Certainement, FIBA Afrique va constituer un manuel ou bien
sur des flashs, elle va mettre les cours et les distribuer aux fédérations, etc. J'ai une question ici. Que pensez-vous des situations d'entraînement où nous disposons d'un temps réduit d'entraînement, des moyens très réduits et un nombre important de joueurs? Oui, d'accord. Là, merci docteur pour la question. Moi, je pense que cette question-là, elle est pertinente. C'est une question qui se passe souvent en Afrique. Le fait d'avoir des joueurs, beaucoup de joueurs et on n'a pas de matériel ou bien on n'a pas le temps qu'il faut. Je pense qu'il ne faut pas ramener les joueurs sur le jeu. Il faut trouver la solution, c'est de faire un entraînement de circuit training, c'est-à-dire c'est de diviser les enfants en groupes et de voir comment vous allez travailler. Même s'ils ont un seul cerceau, vous allez faire le travail, vous allez développer des techniques sur un groupe, vous allez faire peut-être quelque chose sur la passe, sur un autre groupe. Vous pouvez développer le tir, sur un autre groupe, vous pouvez développer les flexions extensions. Donc, vous avez le temps de faire travailler tous les jeunes. Le grand problème, c'est de ne pas dire que je n'ai pas de matériel, je n'ai pas assez de cerceaux, je vais ramener les enfants chez eux. Il faut tout faire pour occuper les enfants. Quand le jeune vient à l'entraînement, c'est pour travailler, c'est pour prendre, c'est pour apprendre. Donc, vous êtes obligé en tant qu'entraîneur de pouvoir trouver des solutions par votre expérience et par votre savoir-faire. Donc, je crois que le circuit training et le travail de circuit training est la meilleure méthode chez nous pour travailler avec tous les jeunes. Si on n'a pas assez de matériel, si on n'a pas assez de temps, je pense qu'on peut regrouper ça sur une approche de circuit training. Merci beaucoup. Merci. La deuxième question qui se pose, qui est intéressante, d'après moi, qui vient de M. Robert, là. Il vous remercie pour votre présentation et il vous pose cette question. Je souhaiterais qu'il puisse faire une relation entre le processus d'ontogénèse et le contenu et du programme de formation des différentes catégories de jeunes. La relation. Oui, il a raison. Il a raison, il a raison. La question, elle est pertinente. Je dis qu'il a raison. Pourquoi? Je vous ai fait ces deux chapitres-là, l'ontogénèse, c'est pour que vous compreniez un peu comment l'enfant fonctionne. Mais effectivement, l'ontogénèse et le contenu de programme, ils sont liés, ils sont étroitement liés. Dans les pays vraiment organisés, chaque enfant, chaque période de 4 à 6 ans, de 4 à 8 ans, il y a un programme, de 8 à 12 ans, il y a un programme, de 12 à 16 ans, il y a un programme. Et c'est comme ça que ça se fait. FIBA, par exemple, WABC a fait un programme de mini-basket. Il a fait un programme de mini-basket jusqu'à 12 ans. Il a fait un programme de level jusqu'à 15 ans. Il a fait un programme de level 2 jusqu'à 18 ans et un programme pour les seniors. Donc, l'ontogénèse doit être liée étroitement avec les contenus de programme. Vous êtes obligé, quand vous êtes dans un club, de savoir créer le contenu de programme que la direction nationale, la direction technique du club a mis en place, comment il travaille. Et vous, avec votre expérience, vous allez voir comment vous allez développer ça pour que les enfants apprennent vite. Parce que comme je l'ai dit dans mon exposé de l'ontogénèse, l'enfant, il grandit, il a des périodes vraiment très réceptives. Donc, pendant ces périodes, vous devez lui envoyer beaucoup d'informations pour que l'enfant puisse se former dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Merci. Une autre question de M. Traoré, là. Une question aussi que, disons qu'elle est importante parce qu'elle est réelle, parce qu'on la vit, on vit ce genre de situation. Malheureusement, encore en Afrique, on vit ces situations-là. À la phase d'acquisition, est-ce possible de mélanger les jeunes de 10 ans et moins avec les jeunes de plus de 15 ans? Bon, c'est très complexe. Moi, je crois que dans tous les cas, l'apprentissage, on ne doit pas sauter. Si le jeune de 15 ans est venu nouveau, il faut qu'il passe par l'apprentissage. Mais si c'est des catégories différentes, on ne doit pas les mélanger. Mais si c'est dans nos conditions, nous, en Afrique, des fois, le jeune, il vient en retard, il faut qu'il rentre dans l'eau, il faut qu'il passe parce que comment on appelle l'apprentissage est linéaire. Il faut qu'il passe par la première phase. On ne peut pas sauter parce qu'il a l'âge de 17 ans qu'on va lui faire sauter une étape. Il faut qu'il passe par la première phase. On est obligé de les mélanger, qu'il démarre. Ou bien, de temps en temps, on lui fait un entraînement spécifique et on le ramène dans le groupe. On va travailler lui de côté de temps en temps pour le renforcer, pour qu'il aille rapidement à rejoindre le groupe. Mais je dis qu'il faut tout le temps séparer les catégories d'âge qui sont différents. Il faut séparer. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais bien compléter et poser la question suivante.
j'espère que ce genre de questions, on n'en trouvera plus d'ici peu de temps avec les efforts que FIBA Afrique est en train de faire, les moyens qu'elle offre au club pour dépasser cette étape-là et qu'on arrive une fois à avoir un entraîneur pour chaque catégorie. Chaque catégorie doit avoir son entraîneur pour qu'on n'en parle plus de ce genre de mélange-là et de casse-tête pour les entraîneurs dans une séance là où on rassemble les cadets avec les minimes et les écoles et les benjamins, comme vous appelez, etc. etc. Donc ici, c'était, disons, les questions pertinentes, les questions importantes qu'on nous a posées, et ils demandent à ce que ce cours doit à leur disposition, sera à leur disposition dans ce que FIBA Afrique va présenter après avoir terminé toute cette formation-là online. Et je rappelle encore une fois que demain matin, on commence les conférences. Les conférences, ça concerne les entraîneurs diplômés qui ont les niveaux 1, 2, 3, etc. Tous les entraîneurs, même les nouveaux et les futurs. Et l'après-midi, bien sûr, on reprend suite au calendrier qu'on vous a distribué le 21 et le 22 pour cette semaine, c'est-à-dire demain matin seulement, on aura les conférences et on revient à la formation, ou bien pré-formation théorique, le 21 et le 22 soir. Merci beaucoup pour votre attention. Et encore une fois, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont derrière l'écran. Merci à tous ceux qui ont suivi les cours là depuis le début. C'est encourageant et ça nous incite à travailler davantage et ça nous encourage à se poser la question aussi de dire qu'il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui ont soif, qui veulent un peu de savoir. Nous sommes ici pour faire de notre mieux aussi, d'aider, de prêter main forte et de former par les moyens de bord, par ce que nos connaissances et vive FIBA Afrique, c'est ce que je peux dire, et vive le basket et le basket africain. Et merci pour votre attention. Merci, M. Diaby, que sans lui, on ne pourra pas vous transmettre toutes ces informations-là. Merci à tout le monde et à demain matin. N'oubliez pas les conférences à partir de 10h et le 21-22, la suite de notre programme de formation théorique. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Monsieur Keïta, vous pouvez rester. On va vérifier parce que vos matériels là, vraiment, ça nous appartient à aussi. Restez pour qu'on puisse faire vous et moi encore. Parce que si vous devez intervenir après demain, il faut que ça soit encore bien. Il faut qu'on puisse trouver la bonne méthode. Très bien. Donc, les autres peuvent sortir de la salle. Je vais fermer la salle et puis rouvrir pour qu'on soit seulement 2. Merci, merci. Donc, tout à l'heure, dans juste 5 minutes, vous vous reconnectez avec le même lien. Je ne bouge pas, je reste comme ça. Non, vous vous reconnectez avec le même lien. Je me reconnecte avec le même lien. Voilà, reconnectez-vous avec le même lien. Je vais juste fermer la salle et puis vous reprendre.